Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde, votre correspondant de guerre, de cette guerre économique qui fait rage et qui a débuté en février 2007. Je ne sais si c'est un faux souvenir, mais il me semble que lorsque j'étais enfant, invariablement le bulletin de nouvelles s'ouvrait ainsi. Nous sommes au 2200e jour de la guerre au Vietnam. Je ne sais si j'ai rêvé ça, mais il me semble que le bulletin de nouvelles commençait toujours de la même manière, par la date de la guerre au Vietnam. Alors, je ne sais pas si j'ai rêvé ça, mais il me semble que j'ai ce souvenir-là de mon enfance. Guerre du Vietnam qui a eu un fort impact sur toute une génération. Mais la guerre qui fait rage actuellement est une guerre économique. Alors aujourd'hui, je vous lis un petit passage, tenez, de ce livre. Cette fois, En finir avec la démocratie, de Suzanne Georges. Suzanne Georges qui, comme vous le savez, a fondé ATTAC et qui, comme vous le savez aussi, qui veut dire l'acronyme de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors, dans ce livre, Suzanne Georges, qui est un livre mi-fiction, mi-document, elle a colligé des articles dans la presse officielle, des mandarins de l'économie financière et politique, et alors, tous les textes qui sont là-dedans sont vrais, mais là où c'est de la fiction, c'est qu'elle a fait un rapport qui s'appelle le rapport Lugano 2. Elle s'était livrée au même exercice il y a déjà une dizaine d'années. Alors, je vous lis un petit passage. Un développement inquiétant, l'essor des mouvements sociaux. Nous voudrions mettre en garde. Ici, elle s'adresse à ce qu'elle appelle les mandats. Les mandats. Nous voudrions mettre en garde une fois de plus contre les formes ostentatoires d'arrogance et de mépris pour les souffrances des autres que nous voyons apparaître trop souvent et sous trop de formes. Pendant la campagne d'Occupy Wall Street à l'automne 2011, des banquiers et traders étaient au balcon, au-dessus des manifestants, et ils riaient en buvant du champagne, tout à fait dans l'esprit qu'ils mangent de la brioche de Marie-Antoinette. Cela fait de bonnes séquences télévisées ou vidéos qui peuvent devenir des virus. Les photographies de policiers effectuant des arrestations massives ou aspergeant de gaz, poivre, des manifestants non violents provoquent des réactions de sympathie pour les victimes. Les mandants doivent faire comprendre aux dirigeants économiques, financiers et politiques que ces comportements sont inappropriés et ne peuvent conduire qu'à leur propre isolement. Ici, vous avez compris que le rapport s'adresse aux puissants. Alors, c'est des mises en garde qu'ils font. Ce mouvement Occupy qui a grandi et s'est répandu, mais au printemps 2012, il semblait déjà loin. Ses cendres sont encore chaudes, et peut-être est-il trop tôt pour dire si cette mini-croisade a été le caprice d'un moment, comme nous avons tendance à le croire, ou va devenir un thème récurrent. Sur un point cependant, les occupants ont déjà fait mal. Les manifestants de partout ont repris le slogan où ils se disent les 99% en lutte contre le 1%. Ce qui prouve qu'ils ont compris que dans les 3 dernières décennies, le 1% supérieur a presque triplé sa part du revenu national et doublé sa part de la richesse nationale aux États-Unis. C'est une vraie défaite sur le théâtre des mots et du cadrage qui
révèle une perte symbolique inquiétante de la domination linguistique du 1%. Autre nouveauté perturbante, quelques personnes qui appartiennent elles-mêmes au 1%, des jeunes qui ont des trust funds ou des gens âgés qui ont fait fortune, ont rallié les occupants. Ce genre de solidarité qui traverse les frontières de classe n'est pas bon signe. À présent, nous parierons sur le second scénario, notamment parce que les occupants ont refusé d'adresser des revendications au pouvoir en position de les satisfaire. Leur initiative la plus avancée en la matière a été de nommer une commission pour examiner s'il fallait ou non formuler des revendications. Même des appels simples, humains, consensuels comme non aux saisies, ne jetez pas les gens à la rue, laissez-les dans leur maison et faites-leur payer un loyer, ne sont pas venus, alors qu'ils auraient probablement suscité une sympathie quasi universelle. C'est un cas où nous pouvons saluer sincèrement la démocratie participative poussée à l'extrême. Il est sûr qu'elle paralyse l'action. À cet égard, les occupants font clairement le jeu des mandants. Si occupants et indignés devaient s'intégrer fermement aux luttes d'organisations expérimentées et d'institutions bien établies comme les syndicats, ce qui a commencé à se produire à New York, où les syndicalistes ont immédiatement agi en solidarité avec les manifestants, ce serait l'alerte rouge. Divisé pour régner est sûrement le conseil le plus ancien, mais il reste le meilleur aujourd'hui. Par conséquent, nous recommandons l'extrême prudence dans la façon de traiter les mouvements sociaux, anciens et nouveaux. On peut essayer de mêler des infiltrés d'allure Black Bloc aux manifestants ou de pousser ceux-ci à la violence, mais ils sont apparemment devenus bien plus subtils à cet égard que ceux d'il y a 10 ans. C'était alors un jeu d'enfants d'envoyer dans leur rang des agents provocateurs déguisés en redoutables émeutiers. On peut aussi tenter le benign neglect, l'indifférence indulgente. Mais le mouvement Occupy est devenu un grand récit et était en voie de devenir un mythe. Ne nous y trompons pas. Ceux qui croient sincèrement à la démocratie, même à une démocratie excessive, qui respectent la loi et qui ont un comportement sans reproche, constituent pour le modèle élitiste néolibéral une menace qu'il faut traiter avec le plus grand sérieux. Parmi les réponses possibles, le mépris, le rejet et surtout la violence sont les pires. Heureusement, les organisations efficaces dans les sociétés occidentales contemporaines se concentrent sur des problèmes précis et en sortent rarement. Les écologistes s'occupent de l'environnement, les syndicats du travail, les féministes des femmes, d'autres des impôts et de la finance, etc. Le défi sera de maintenir les militants séparés sur leurs territoires respectifs. Dès qu'ils commencent à comprendre que leurs luttes n'en font qu'une, que toutes concernent l'avenir des peuples et de leur habitat, leurs mandants et leurs amis sont en danger. Un même fil conducteur traverse les mouvements traditionnels et contemporains
qu'il s'agisse des indignados espagnols, des Tunisiens et Égyptiens campant sur les grandes places des étudiants, des étudiants chiliens ou québécois, ou même des villageois chinois qui en ont assez de la corruption des fonctionnaires locaux, tous essaient, à leur manière, de dire la vérité au pouvoir. Si le pouvoir, nos mandants compris, pense sortir entièrement indemne de cette confrontation, il se trompe. Une fois la mèche allumée, nul ne sait où pourra conduire la traînée de poudre et se produire l'explosion. Nous recommandons une variante de la sage formule d'Odon Fabrizio, prince de Salina, dans l'immortel roman Le Guépard de Giuseppe Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. Ou pour muscler une autre métaphore, l'heure est venue d'avoir deux mains de fer, les deux dans des gants de velours. Alors voilà, on aura compris que Suzanne Georges se mettait dans la peau des dirigeants et qu'elle donnait des conseils à d'autres dirigeants. Beaucoup de choses dans ce petit texte. Je vous le remonte à l'écran. Cette fois, en finir avec la démocratie. Tel est mon sentiment qu'ils vont tout faire pour l'abolir et qu'il est possible que nous, démocrates radicaux, soyons appelés à être qualifiés de d'autres noms moins sympathiques et qui pourraient avoir des conséquences fort fâcheuses pour nous. Mais visiblement, une praxis du courage est en train de se développer. Et jusqu'où irons-nous là-dedans? Eh bien, c'est ce que nous saurons bientôt. Merci. Allez, portez-vous bien. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie. Quoi d'autre? Allez, portez-vous bien. C'est tout. Allez. Librairie Le Libre Voyageur, n'est-ce pas? Dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée.